Bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'une femme née reine, sacrée avant même de savoir marcher, adorée puis trahie, libre parfois, mais jamais longtemps. Elle parlait le français avec l'élégance d'une cour raffinée, priait en latin, montait à cheval comme un garçon et affronta les tempêtes avec un port de tête que rien ne faisait fléchir. Son nom était Marie, Marie Stuart. Reine d'Écosse, reine de France, reine sans royaume. Sa vie, et cette histoire, n'est pas la plus relaxante de la chaîne. Ainsi, si vous préférez les thèmes doux, n'hésitez pas à garder cette histoire pour une écoute dans la journée, par exemple. En revanche, si les drames historiques vous conviennent, alors je vous dis bonne écoute et douce nuit. Il neigeait sur l'Écosse ce matin-là. Un vent de mer, âpre et sauvage, fouettait les landes brunes, comme s'il voulait emporter le monde avec lui. À Linlithgow Palace, les pierres du château résonnaient d'un silence inquiet. Et dans la chambre haute, à l'abri de l'orage et des prières, une petite fille venait de naître. Son nom était Marie Stuart, fille unique du roi Jacques V d'Écosse, et de la noble Marie de Guise, princesse de France. Le roi, affaibli et déçu de n'avoir qu'une fille, murmura à demi-voix : « C'est venu avec une fille, cela s'en ira avec une fille. » Il parlait de sa dynastie, née jadis d'une princesse écossaise, Marjorie Bruce, et qu'il croyait condamnée à s'éteindre avec Marie. Le baptême royal eut lieu peu après, dans l'église Saint-Michael de Linlithgow, toute proche du palais, où l'on avait dressé un dais brodé d'or. L'encens s'élevait dans les hauteurs gothiques. On aspergea le front de l'enfant d'eau du fleuve Forth, béni par un évêque aux mains tremblantes. Des musiciens jouèrent un motet doux, les dames de la cour pleuraient en silence, déjà inquiètes de l'avenir. Dans le berceau d'or posé sur un tapis oriental, la petite Marie dormait, insouciante, un poing fermé sous la joue. 6 jours après sa naissance, le roi Jacques V mourut, laissant son trône à un nourrisson encore aveugle au monde. Marie devint reine à l'âge où l'on ne tient même pas sa tête. À Édimbourg, les cloches sonnèrent à l'aube. On annonça la nouvelle dans toutes les églises. Une reine enfant, une rose fragile sous la tempête des hommes. Dans les salons et les couloirs froids du pouvoir, certains se signaient, d'autres souriaient déjà. Car une couronne sur la tête d'un bébé, c'est aussi une promesse pour les ambitieux. Elle fut couronnée à Stirling le 9 septembre 1543, alors qu'elle n'avait que 9 mois. La cérémonie fut simple mais solennelle. On ne couronne pas une enfant comme un roi, mais l'on scelle déjà un destin. Sa mère, Marie de Guise, se tint droite comme une épée. Veuve trop tôt, isolée dans un royaume rude et divisé, elle refusa pourtant de plier. Cette femme haute, au port royal et aux manières françaises, prit quelque temps plus tard le fardeau de la régence sur ses épaules, comme on endosse une armure. Elle avait compris d'instinct que l'avenir de sa fille, à peine née, déjà couronnée, dépendrait moins de la force des armes que de la finesse des alliances, de la patience du savoir et d'une éducation digne des plus grandes cours d'Europe. Alors, autour de la jeune reine, elle bâtit un cercle de lumière. On l'entoura d'érudits, de poètes, de prêtres et de dames lettrées, venues de France, d'Italie et des abbayes écossaises. On lui apprit très tôt à lire, à écrire, à penser. Elle parlait déjà le français de cour, mais bientôt elle mania le latin, l'italien, et même quelques mots d'espagnol. Mais surtout, on lui apprit à sourire, à séduire sans trahir, à parler au cœur comme aux esprits. Elle chantait avec une voix fine et sûre, jouait du luth,
récitait des psaumes et des versets. Elle montait à cheval avec une aisance de garçon, cheveux au vent, robe relevée sur les bottines. Et dès ses premières années, ceux qui l'approchaient disaient qu'elle avait une âme de reine, bien plus grande que son âge. Son enfance fut protégée, mais jamais simple. Les menaces étaient nombreuses, guerre de religion, ambition anglaise, complot de clans rivaux. Marie de Guise refusa pourtant de retourner en France, malgré les offres et les appels. Elle resta en Écosse, froide, résolue, mère et bouclier tout à la fois, jurant de préserver l'héritage de sa fille, coûte que coûte. Pour entourer la petite reine, elle fit venir 4 jeunes filles de noble naissance, toutes portant comme elle le prénom de Marie. On les appelait bientôt les 4 Maries. Beaton, Seton, Livingston et Fleming. Elles étaient comme des sœurs. Elles dormaient dans la même chambre, sous les poutres de chêne du château de Stirling, les lits rapprochés pour se réchauffer les nuits d'hiver. Elles jouaient dans les jardins glacés, riaient dans les corridors, s'échangeaient des bouts de soie et des secrets d'enfants. Ensemble, elles apprenaient à lire dans de grands livres de parchemin reliés de cuir, décorés de lettrines dorées. Ensemble, elles grandissaient dans l'ombre d'un destin royal. Quand Marie sortait, l'une d'elles lui tenait la traîne, l'autre son éventail. Elle lui donnait le bras pour marcher dans les longues galeries, ou l'accompagnait dans les escaliers raides de la forteresse d'Édimbourg, où l'air sentait la pierre humide et la cendre. On habillait la jeune souveraine avec un soin infini. Elle portait des robes en soie épaisse, aux manches longues, souvent doublées de fourrure de renard ou d'hermine, selon la saison. Ses vêtements étaient brodés de petits lys, de chardon ou d'étoiles, selon les fêtes et les symboles. Parfois, on lui mettait un manteau de velours carmin qui traînait derrière elle comme une coulée de vin royal. Ses cheveux, auburnes dès l'enfance, étaient soigneusement tressés en couronne autour de sa tête, attachés par un ruban d'argent, orné parfois d'une petite épingle en perles fines. Elle n'avait pas encore 6 ans, mais on la regardait déjà comme une étoile montante, née pour régner, même au milieu de la tempête. Mais l'Écosse n'était pas un royaume docile. Les barons se disputaient l'autorité, la foi se déchirait entre catholiques et protestants. L'Angleterre, voisine menaçante, observait cette couronne féminine avec convoitise. Le roi Henri VIII avait déjà un projet: marier son fils Édouard à la petite Marie pour unir les royaumes sous son sceptre. Marie de Guise refusa. Elle voulait que sa fille reste fidèle à ses racines françaises, à sa foi, à son sang. Alors, elle envoya une lettre à la cour de France. Une offre d'alliance, une promesse de mariage entre Marie Stuart et le dauphin François. La réponse arriva sous forme de navire. En 1548, à l'âge de 5 ans, Marie Stuart quitta l'Écosse. On raconte que le jour de son départ, elle regarda les collines une dernière fois, sans pleurer, et murmura « Je reviendrai, reine et grande ». Ce fut un exil doré, mais un exil tout de même. Dans son petit cœur d'enfant, elle emporta l'écho du corps écossais, la rugosité du vent du Nord et le souvenir brumeux d'un pays qui l'avait couronné sans jamais lui appartenir. Le navire fendait les flots, tel un cygne emporté par le destin. Le ciel était d'un gris doux, moucheté d'or pâle. Sur le pont, emmitouflée dans une cape de laine blanche doublée de soie, une toute petite silhouette regardait l'horizon. Marie Stuart, reine d'Écosse depuis l'âge de 6 jours, n'avait que 5 ans. Mais déjà, son port était droit et son regard portait loin, au-delà des vagues et des brumes, vers une terre qu'elle n'avait jamais vue mais qui l'appelait comme un poème en sommeil.
La France, sa seconde patrie, s'ouvrait devant elle comme une promesse d'amour, de beauté et de drame. Lorsqu'elle débarqua à Roscoff, des cavaliers, des pages en livrée et des dames de la cour l'attendaient avec lanternes, tapis de drap rouge et parfums d'ambre. La cour du roi Henri II, prévenue depuis des semaines, déploya ses fastes. On la reçut comme une petite déesse venue du nord. Elle fut installée au château de Saint-Germain-en-Laye, joyau de marbre et de brocart, où les lustres reflétaient 1000 fois la lumière des bougies. Les corridors sentaient la cire d'abeille, le jasmin et les vieux livres. On lui offrit une chambre tapissée de velours vert sombre, avec un petit pupitre de bois sculpté, un luth accroché au mur, et une coiffeuse miniature décorée de nacre, venue tout droit d'Italie. Catherine de Médicis, la reine, prit en main son éducation avec une précision presque politique. Mais ce fut surtout un autre enfant, aux yeux doux et à la voix lente, qui devint le centre de son nouveau monde, le dauphin François. Ils avaient presque le même âge, lui frêle et discret, fils d'un roi et d'une reine d'acier, elle vive, rieuse, légère comme une étoile filante. Très vite, ils devinrent inséparables. On les voyait courir ensemble dans les jardins, lire à deux sur les coussins d'une alcôve, ou chuchoter derrière un éventail lors des réceptions. Dans une lettre à sa mère, encore calligraphiée d'une main maladroite, Marie écrivait avec une candeur charmante. « François est si doux qu'il me fait rire même quand il ne parle pas. » Marie grandissait comme une rose entre les pages d'un recueil de poèmes. Son éducation était d'une richesse rare. Chaque matin, elle récitait des versets en latin, traduisait des fables grecques, apprenait à composer des lettres diplomatiques. L'après-midi, elle dansait. Elle excellait dans la volte, une danse gracieuse où l'on soulevait légèrement la cavalière au rythme des tambourins. Le soir, elle chantait, sa voix claire se mêlant à celle des musiciens italiens. Elle apprenait aussi la calligraphie, l'arithmétique, l'histoire romaine. Elle lisait Ronsard et Marot, écrivait des poèmes dans les marges de ses livres. Elle parlait couramment le latin, le grec, l'espagnol, l'italien et bien sûr le français, qu'elle préférait à tous les autres. Mais jamais elle n'oubliait l'accent rocailleux de l'Écosse, qu'elle imitait parfois pour faire rire François. Certains disent qu'il l'appelait ma douce reine venue du brouillard, et elle répondait avec malice « Et toi, mon roi de porcelaine ?» François, de santé fragile, avait la grâce d'un oiseau d'hiver. Il aimait les heures lentes, les jardins silencieux, les livres d'astronomie et les instruments de musique. Mais en présence de Marie, il s'animait, riait, rougissait. Elle le tirait vers le soleil. À la cour, on murmurait que jamais deux êtres n'avaient été unis avec autant d'évidence. Marie, vive, élégante, un brin théâtral, était l'étoile des bals masqués. Lors d'un bal de la Toussaint, elle portait une robe de velours bleu nuit, brodée de fils d'argent, avec des manches tombantes retenues par des rubans de perles. Elle dansait avec aisance, ses cheveux relevés en chignon haut, une fine tiare d'or tressée à ses tresses. En 1558, à l'âge de 15 ans, Marie épousa François dans la chapelle royale du Louvre. La cérémonie fut somptueuse. Les vitraux en flammes de couleur, les orgues, les processions de nobles en soieries. Marie portait une robe blanche brodée d'argent, dont la traîne, longue de 4 mètres, était portée par les 4 maris. Sa couronne, fine et fleurie, reposait sur ses cheveux auburnes savamment tressés. Il pleuvait doucement ce jour-là, comme si le ciel lui-même bénissait cette union avec pudeur. Elle devint reine de France, officiellement. Mais dans le cœur de François, elle l'était depuis toujours.
Mais les roses ne durent pas toujours. Un an plus tard, lors d'un tournoi donné en l'honneur de leur union, Henri II mourut d'un coup de lance à l'œil. Le dauphin François devint roi à 15 ans. Marie, reine consort, entra dans un monde nouveau. Un trône immense, un peuple agité, une église en conflit, un royaume fracturé entre catholiques et protestants. Ils s'installèrent au Louvre, mais la couronne pesait lourd sur les tempes du jeune roi. François tomba malade à plusieurs reprises. On parlait d'otite chronique, de fièvre mystérieuse. Son corps, déjà fragile, s'éteignait peu à peu. Marie, infatigable, veillait sur lui nuit et jour. Elle lui lisait des psaumes en latin, posait des linges frais sur son front, lui chantait les airs de leur enfance. Elle priait, elle espérait. Mais la France attendait un roi fort, et François n'était plus qu'un souffle. Le 5 décembre 1560, il mourut dans ses bras, paisiblement, comme un enfant qui rentre chez lui. Elle avait à peine 18 ans, veuve, 2 fois reine, 2 fois orpheline. Pendant des jours, Marie se cloîtra dans ses appartements. Draps tirés, miroirs voilés. Elle portait le deuil en noir, mais aussi en silence. Elle refusait de manger. Elle écrivait, sans relire. Une nuit, prise d'un élan de rage, elle brisait son miroir d'un geste sec, comme si le reflet qu'il renvoyait n'était plus le sien. Dans une lettre adressée à sa mère, elle écrivit « J'ai perdu mon roi, mon ami, mon frère d'âme. Qu'est-ce qu'un trône sans la main qui vous y tient ?» Elle n'était plus reine de France. Elle n'était plus qu'une jeune étrangère, veuve en soie noire, dans un royaume devenu sourd et froid autour d'elle. Mais quelque part, au nord, de l'autre côté de la mer, un autre trône l'attendait. L'Écosse, son royaume natal, l'appelait. Et le vent, une fois encore, allait ramener Marie vers son destin. Le ciel était gris, la mer agitée, les voiles claquaient, lourdes de sel et de souvenirs. Marie Stuart était de retour. 13 années s'étaient écoulées depuis son départ, et à présent, à 18 ans, elle revenait non plus comme une enfant promise, mais comme une veuve aux yeux de brume. La France, douce et civilisée, l'avait laissée orpheline. L'Écosse, sauvage et indomptable, l'attendait avec défiance. Le navire accosta à Leith, près d'Édimbourg, un matin d'août 1561. Une bruine fine tombait sur les collines, comme un voile de deuil. Les tambours résonnaient, les cornemuses pleuraient. Mais ce n'était pas un accueil triomphal. Les foules observaient en silence. Certains se signaient en la voyant. D'autres détournaient le regard. Elle descendit du navire dans une robe sombre, le pas digne, le visage calme. Une jeune reine, revenue dans un pays qu'elle connaissait à peine, où le vent lui parlait une langue qu'elle n'avait plus l'habitude d'entendre. L'Écosse qu'elle retrouvait n'était plus celle de sa petite enfance. Sa mère était morte, épuisée par les luttes de pouvoir. Les seigneurs écossais, turbulents, gouvernaient chacun leur territoire comme un petit roi. Le peuple était divisé par la foi. Les catholiques, fidèles à Marie, s'opposaient aux protestants, menés par le prédicateur austère John Knox. Lui voyaient en Marie l'incarnation du vice et de l'idolâtrie, une Jézabel étrangère, trop belle, trop cultivée, trop papiste. Il écrivait contre elle avec une rage froide, dénonçant sa musique, ses danses, ses fêtes et sa féminité même, qu'il jugeait dangereuse. Mais Marie ne répondit jamais par la colère. Elle souriait, elle écoutait, elle apaisait. Elle tentait de gouverner par la douceur, l'équilibre, la diplomatie. Elle s'installa au palais de Holyrood, une forteresse mélancolique battue par les vents. Là,
Elle tenta de faire de sa cour une île de raffinement. On y lisait du Ronsard, on chantait des airs français, on jouait aux échecs. Elle s'entourait de ses dames de compagnie, les 4 maris, qui partageaient ses souvenirs et ses silences. Mais autour d'elle, l'Écosse grondait. Chaque décision politique devenait un piège. Chaque sourire pouvait être une erreur. Elle rêvait de paix, mais elle marchait sur un sol miné de haine et de soupçons. L'hiver était tombé sur Édimbourg comme une chape de plomb. Les rues, noyées de boue et de méfiance, chuchotaient déjà des choses qu'il aurait mieux valu taire. Au château de Holyrood, la reine Marie, encore jeune et belle, sentait la solitude s'infiltrer dans les couloirs, malgré la chaleur des feux et les rires des courtisans. Alors, à 23 ans, elle prit une décision. Il lui fallait un roi à ses côtés, un allié, un père pour ses futurs enfants. Et c'est là que le destin, de nouveau, se mit à tordre les fils de son existence. Son choix se porta sur Henry Stuart, Lord Darnley, un jeune noble anglais beau comme un héros de roman, aux manières élégantes, au sourire facile et au sang royal. Ce mariage renforcerait ses droits au trône d'Angleterre en cas de vacance du pouvoir. Élisabeth Ière, reine d'Angleterre, le prit comme une provocation à peine voilée. On raconte que ce fut dans une salle de musique, un après-midi de février, que Marie rencontra pour la première fois Henry Stuart, Lord Darnley. Il serait entré d'un pas souple, vêtu d'un pourpoint de velours noir, les boucles dorées tombant sur son front. On dit qu'il s'assit sans mot dire devant une viole de gambe et joua une pavane anglaise. Marie, assise à la fenêtre, aurait alors tourné la tête. Leurs regards se seraient croisés. Peut-être n'en fut-il rien. Peut-être s'agissait-il d'une rencontre plus banale, dans les protocoles rigides d'une cour troublée. Mais ceux qui aiment les reines tragiques préfèrent imaginer qu'avant les drames et les complots, tout commença dans le silence d'un air joué à demi et d'un regard lancé à l'aveugle, comme une flèche. Le jeune homme était grand, bien fait, séduisant, avec ce charme direct que l'on croit sincère parce qu'il ne parle pas trop. La cour était en émoi. Les dames souriaient, les seigneurs chuchotaient. Un Anglais, catholique de sang royal. Était-ce là un bon parti ou un piège aux traits d'ange? Quelques semaines plus tard, à l'occasion d'une réception à la cour, Marie serait apparue dans une somptueuse robe de taffetas doré, une traîne longue et une coiffe de dentelle retenue par un ruban rouge. On dit qu'elle cherchait à éblouir Darnley, et peut-être aussi à rappeler aux seigneurs écossais qu'elle demeurait une reine d'éducation française. Ce récit n'est sans doute qu'une relecture poétique, mais il illustre ce que l'on savait déjà d'elle. Elle maîtrisait l'art de paraître et savait qu'un regard ou un vêtement pouvait peser aussi lourd qu'un traité. Il lui baisa la main. Elle ne retira pas la sienne. Le mariage suivit, précipité, emporté par le souffle d'un espoir et d'un désir de stabilité. Mais ce vent tourna vite. Son union avec Lord Darnley s'était changée en piège. Le jeune homme, charmant à la cour, s'était révélé capricieux, ivre de jalousie et assoiffé de pouvoir. Il réclamait d'être couronné roi d'Écosse de plein droit, ce qui aurait fait de lui un souverain égal à Marie, non par alliance mais par droit personnel. Elle refusa. Un soir, dans la chambre peinte d'azur du palais de Holyrood, ils se disputèrent à voix basse, comme deux ennemis qui ne veulent pas réveiller leur garde. « Je suis ton mari, et tu es ma reine. Je veux ma couronne, dit-il. Marie, debout, le regard froid. « Tu veux la couronne, et moi, je voulais un compagnon. » Elle ferma le livre qu'elle lisait, sortit.
Ce soir-là, dans son journal, elle écrivit une phrase sans phare. « J'ai épousé un reflet, rien derrière le miroir. » Elle avait cru pouvoir le guider. Elle découvrait qu'il était un poison au goût de miel. Pendant ce temps, à ses côtés chaque jour, dans ses audiences comme dans ses heures de repos, se trouvait David Rizzio, son secrétaire particulier, un Italien lettré, doux, discret. Il composait des airs aux luttes, prenait en dictée les lettres de la reine, lui parlait des poètes de Rome et des peintres de Florence. Jamais Marie n'avait ressenti pour lui d'amour interdit, seulement une confiance précieuse dans un monde de regards fuyants. Mais cette complicité fit éclore la rumeur. Darnley, humilié, persuada ses amis que Rizzio était un rival. Il voyait dans cet étranger une menace, un sorcier, un traître. Et la haine devint action. Un soir de mars 1566, alors que Marie, enceinte de son premier enfant, soupait dans sa chambre avec Rizzio et quelques proches, la porte s'ouvrit avec fracas. Darnley entra le premier, blême et déterminé, suivi d'un groupe d'hommes armés. Marie se leva, terrorisée. Rizzio, pétrifié, se réfugia derrière elle. Mais Darnley l'écarta d'un geste brutal, et ses complices arrachèrent l'Italien à ses jupes. Ils le poignardèrent plus de 50 fois, là, sous les yeux de la reine. Elle hurla. Mais trop tard. Son cœur, une fois encore, venait d'être déchiré. Et pourtant, Marie n'était pas une femme que l'on brise. Le lendemain, le regard plus dur que jamais, elle feignit le calme, sourit au traître, manipula Darnley en lui promettant pardon et sécurité. Puis, profitant d'un moment d'inattention, elle s'échappa de Holyrood, chevauchant pendant des heures jusqu'à Dunbar, où elle retrouva ses partisans. Quelques mois plus tard, elle donna naissance à un fils, Jacques, futur roi d'Écosse, et d'Angleterre. Un espoir, une bougie dans la nuit. Mais la paix ne revint pas. Darnley, désormais isolé, fuyait les regards. Il savait qu'il avait franchi une limite, que même la naissance de son fils ne suffisait plus à réparer. Marie, elle, le voyait comme un danger vivant. En février 1567, alors qu'il séjournait dans une maison à Kirk-o-Field, une explosion résonna dans la nuit. On retrouva son corps dans le jardin, sans brûlure. Il avait été étranglé avant que la maison n'explose. Toute l'Écosse murmura. Qui avait tué Darnley? Qui avait organisé cette mise en scène? Les regards se tournèrent vers un homme. James Hepburn, comte de Bothwell, puissant seigneur, militaire redouté, et amant possible de la reine. Leur proximité et leur complicité nourrissaient les soupçons. Peu après, Bothwell fut accusé, mais jugé et acquitté en un jour. Et dans un geste qui stupéfia le royaume, Marie l'épousa 2 mois plus tard. Certains disent qu'il l'avait séduite, d'autres qu'il l'avait enlevée. Elle-même ne parla jamais clairement de ce moment, mais l'Écosse ne pardonna pas. Ce mariage, si tôt après la mort de Darnley, scandalisa la noblesse. Les clans se retournèrent contre elle, les troupes se soulevèrent. L'image de la reine romantique se fissura pour beaucoup. Acculée, Marie dut fuir. Elle fut capturée, emprisonnée, forcée d'abdiquer en faveur de son fils Jacques, alors âgé d'un peu plus d'1 an. Elle tenta de fuir encore. Échoua. Et une nuit de mai 1568, elle franchit la frontière anglaise, vêtue en simple cavalière, demandant asile à celle qui était à la fois sa cousine et sa rivale, Élisabeth Ière d'Angleterre. Elle croyait trouver refuge. Elle allait trouver une cage. Les rivières anglaises étaient larges, paisibles, traîtresses.
Quand Marie Stuart traversa la frontière ce jour de mai 1568, son cœur battait d'espoir. Elle pensait trouver chez Élisabeth Ier, sa cousine protestante mais reine comme elle, une alliée, une sœur. Elle espérait qu'entre femmes, entre souveraines, elles pourraient se comprendre, s'entraider, s'unir face aux tempêtes des hommes. Elle avait fui l'Écosse, son trône, ses ennemis, ses trahisons. Elle n'était plus qu'une reine sans royaume, fatiguée, amaigrie, mais droite sur sa selle, une reine quand même. Mais Élisabeth, fine joueuse, fut polie. Elle ne la reçut pas tout de suite. Marie fut assignée à résidence dans un manoir du nord de l'Angleterre. Pas de chaînes, pas de barreaux, mais des murs, des gardes, des regards. Elle écrivit à Élisabeth, encore et encore, des lettres longues, pleines d'humilité feinte et de douleur sincère. Elle l'appelait. Ma chère sœur, plaidait sa cause, jurait de son innocence. Mais Élisabeth hésitait, car Marie n'était pas seulement une invitée, elle était une menace. Par son sang, Marie avait un droit légitime au trône d'Angleterre, surtout pour les catholiques. Elle était jeune, belle, symbole de la foi romaine, et les partisans du pape voyaient en elle une alternative possible à la Vierge Reine protestante. Alors, Élisabeth fit durer. Elle n'excluait pas, elle n'accueillait pas, elle paralysa. Les années passaient. Marie était déplacée d'un château à l'autre. Bolton, Tutbury, Sheffield, Chartley, toujours sous surveillance, mais avec une suite, ses dames, ses livres, sa foi. Elle cousait, priait, chantait doucement, écrivait des vers en français. Elle rêvait de son fils Jacques, resté en Écosse. Elle espérait un renversement. Elle vivait dans l'attente. Dans cette vie suspendue, elle avait au moins un être qui ne la quittait jamais, un petit chien blanc, offert par une de ces dames françaises. Il s'appelait Guédon, ou parfois simplement mon cœur fidèle. Blotti sur ses genoux durant les longues soirées, couché à ses pieds pendant les messes privées, il était devenu son dernier confident silencieux, son ombre vivante. Elle écrivait à son fils. Même lorsque mes dames se taisent, lui reste à mes côtés, comme s'il gardait les mots que je n'ose plus dire. Mais l'attente est un poison lent. Un jour, un homme nommé Anthony Babington lui écrivit une lettre. Il faisait partie d'un complot catholique. Tuer Élisabeth, libérer Marie, la mettre sur le trône. Et Marie, désespérée, isolée, fragile, répondit. Elle répondit en code. Mais le code avait été intercepté, déchiffré. Par les soins de Sir Francis Walsingham, l'espion en chef d'Élisabeth, la preuve était irréfutable. Marie avait approuvé le projet d'assassinat de sa cousine. Elle fut arrêtée. On la transféra à Fotheringhay Castle, dans une cellule austère, où elle comprit que l'attente était terminée, qu'il ne restait plus que la fin. Mais même dans la honte, elle garda sa majesté. Lorsque les juges anglais la convoquèrent, elle répondit « Je suis reine, vous n'avez aucun droit sur moi. » Ils la jugèrent quand même. Ils la condamnèrent. Et cette fois, Élisabeth, après 20 ans d'ambivalence, signa. Marie Stuart, reine sans trône, prisonnière couronnée, fut condamnée à mort. Mais dans la soirée du 7 février 1587, elle pria longuement, écrivit une dernière lettre à Henri III de France, se confessa et dormit d'un sommeil doux. Elle savait que son destin, bien qu'éteint, brillerait plus fort dans la mémoire que dans le présent. Le 8 février 1587, l'aube se leva sur Fotheringhay Castle, voilée de brume. Le silence du petit matin semblait porter le poids d'un funeste secret. Dans sa chambre aux murs froids, Marie Stuart, reine d'Écosse, reine de France,
et longtemps reine d'espérance, s'habilla lentement. Elle choisit une robe noire, riche, sans broderie, sans vanité. Puis, sous celle-ci, elle glissa une robe de velours rouge écarlate, la couleur du martyr catholique. Elle coiffa ses cheveux auburn, les rassembla sous un voile fin. Elle attacha une croix d'argent à son cou et prit son chapelet. À la poignée, elle murmura « Mon Dieu, je vous offre ma vie », comme une prière. 2 servantes la soutinrent dans l'escalier. Dans la grande salle, on avait dressé un échafaud recouvert de drap noir, et à ses pieds, un billot, une hache, 2 bourreaux masqués. Marie monta les marches seule, pas une hésitation, pas une plainte. Autour d'elle se tenaient les envoyés d'Élisabeth, des nobles Anglais, quelques témoins, aucun proche, aucun regard ami. Mais elle gardait la tête haute. Elle lut à voix claire un psaume en latin. Puis, elle tourna les yeux vers le bourreau et dit « Je pardonne de tout cœur à tous mes ennemis, en espérant que cette vie finie me gagne la paix éternelle. » On lui banda les yeux. Elle s'agenouilla. Et dans un dernier souffle, elle dit « Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. » Le premier coup fut brutal, mais mal ajusté. Les 2 suivants terminèrent ce que le bourreau n'avait pas su achever d'un seul geste. Et dans ce moment glaçant, le silence pesa lourd sur l'histoire d'Europe. Lorsque l'on voulut emporter le corps vers une salle attenante, un mouvement inhabituel sous la robe attira l'attention des serviteurs. Le tissu semblait frémir légèrement. En soulevant un pan de velours, ils découvrirent un petit chien blanc, blotti contre le ventre de la défunte. C'était Guédon, le compagnon fidèle de Marie, qui s'était glissé dans ses jupes peu avant qu'elle monte à l'échafaud, et n'en était plus ressorti. À présent, couvert de sang, il bondit hors de sa cachette, aboyant de détresse, mordillant tout ce qui l'approchait. Il fallut plusieurs minutes pour le calmer, tant il semblait vouloir défendre encore celle qui l'avait accompagné jusqu'au dernier instant. Élisabeth, dit-on, pleura à l'annonce de l'exécution. Elle accusa ses conseillers d'avoir agi trop vite. Elle déclara qu'elle n'avait jamais vraiment voulu la mort de sa cousine. Peut-être était-ce vrai, peut-être pas. Mais la lettre de condamnation portait sa signature. Le corps de Marie fut emmené, enveloppé de linge noir. On brûla ses vêtements, ses effets, ses livres, jusqu'à sa croix et son chapelet, par crainte qu'ils ne deviennent des reliques. Mais les souvenirs, eux, ne se brûlent pas. Des années plus tard, son fils Jacques, celui qu'elle n'avait jamais revu, devint roi d'Écosse et d'Angleterre, unissant enfin les 2 couronnes. Il fit rapatrier les restes de sa mère à l'abbaye de Westminster, où elle repose aujourd'hui, non loin d'Élisabeth. 2 reines ennemies, réunies dans la pierre. Et dans les landes d'Écosse, quand le vent se lève au coucher du soleil, certains disent qu'on entend encore les échos d'une voix douce qui récite des vers en français et que le fantôme d'une reine au cœur brisé hante encore les brumes du passé.